et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinema 4D. Aujourd'hui, expression en pratique. Expression en pratique, alors je rappelle que cette série expression en pratique, je ne montre rien de nouveau. Ça sert seulement à montrer en fait ce que l'on peut faire concrètement avec ce que l'on a déjà vu sur Expresso. C'est-à-dire que les fonctions, les outils, les nœuds Expresso que j'ai déjà montré dans d'autres tutoriels, on va simplement les utiliser pour créer un effet ou un setup, quelque chose qui soit concret, qui montre bien à quoi ça peut servir. Donc dans cette expression en pratique, qu'est-ce qu'on va faire? On va en fait créer un petit effet qu'on m'a déjà demandé plusieurs fois. Il me semble que je l'ai déjà expliqué, mais peut-être pas en vidéo publique. Peut-être en vidéo privée, juste pour répondre à la question de la personne. Si vous vous rappelez bien, c'est pas sûr, les plus jeunes sans doute pas, il y a un clip de Michael Jackson où le chanteur Michael Jackson marche sur un trottoir et à chaque fois qu'il pose son pied sur une des dalles du trottoir, la dalle s'illumine. Je sais plus c'est dans quel clip, mais enfin c'est pas bien grave. Le fait est que en fait les dalles changent de texture, ils s'illuminent en fonction de d'où il place ses pieds, en fonction des différents pas du chanteur. Donc c'est cet effet qu'on va essayer de refaire dans Cinema 4D et on va faire ça avec Expresso de manière très très simple. Et en fait ça va prendre, si je me trompe pas, c'est 2 nœuds Expresso seulement. 2 nœuds Expresso sans compter forcément ceux qu'on rattache dessus, mais juste un collision et une cartographie d'intervalle. Donc c'est quelque chose d'assez basique, d'assez simple, et puis on va voir comment on peut faire ça facilement. Ça devrait pas être un truc trop long, étant donné que j'essaie de réduire un petit peu la durée des vidéos. Donc on va avoir besoin donc de quelque chose qui va symboliser le trottoir, qui va être le trottoir. Alors ce que je vais faire, je peux faire des dalles. Alors soit j'utilise des cubes, soit j'utilise des plans. Allez, on va prendre un cube. On va lui donner une hauteur vraiment petite. Un peu plus que ça quand même. 10. Une taille de 100 par 100. En X et en Z. Voilà, ça fait une dalle pour symboliser un peu une dalle de trottoir. Et j'en ai besoin de plusieurs. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça dans un cloneur. Je mets ça dans le cloneur. Le cloneur, je vais le passer ici en mode répartition sur une grille. En hauteur, j'en veux pas 3. Là, il y en a 3, donc non, c'est pas ce que je veux. J'en veux qu'une seule unité de dalle par hauteur. En Z, donc ici sur la profondeur, on va en mettre un peu plus. Alors, je vais augmenter ça. Tac. Comme ça. Ouais, c'est pas mal là. 6 sur 3. On n'a pas besoin de faire quelque chose de très grand. C'est juste pour montrer en fait comment ça fonctionne. Voilà, donc là j'ai mes dalles. Je rends pas tout de suite le cloneur éditable. On le fera par la suite parce qu'on aura besoin de le faire. Mais pour le moment, je vais le laisser comme ça. Et j'ai besoin de quelque chose qui va symboliser donc le fait de poser un pied par exemple sur les dalles. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une sphère. Une sphère. Ça pourrait être beaucoup d'autres choses. Ça pourrait être un cube. Ça pourrait être une forme, n'importe quelle forme, du moment que c'est une forme paramétrique. Ah oui, alors là, une chose importante, le cube, je vais pas le laisser en primitive, en paramétrique. Je vais le transformer, voilà, en objet polygonal. Et la sphère aussi. Oui, je crois que je me suis trompé, j'ai dit paramétrique alors que c'est polygonal. Donc je vais mettre ça en hexaèdre. Là, je laisse 24. Ici, on va mettre 20. Ouais, un peu plus grand peut-être. 25. 25. Si je mets au niveau du sol. Un peu plus grand encore. 30. 30. 30 c'est pas mal. Et je rends ça en objet polygonal en cliquant là-dessus. Donc là, en fait, la sphère, on voit que bien que l'icône, c'est un petit triangle, c'est un polygone, et le cube ici, c'est aussi un petit triangle, c'est aussi un polygone. Ce ne sont pas des objets paramétriques, ce sont des objets polygonaux. Donc quand je clique dessus, ici, ça m'indique pas les largeurs hauteur du cube, ni son biseau, etc. Et là, la sphère, ça m'indique pas son rayon. À chaque fois, ce sont vraiment les propriétés des objets polygonaux. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est que je gère ça avec Expresso. Ce que l'on veut, c'est que quand la sphère
oui, entre en contact avec une des dalles, que cette dalle-là s'éclaire. Donc comment je peux considérer qu'elle est éclairée? On va lui mettre une texture à cette dalle. On va lui en mettre deux en fait. C'est ça le truc, c'est ça la petite astuce. Je mets deux textures. Je vais les renommer. Celle-là on va l'appeler A et celle-là on va l'appeler B. Totalement arbitrairement. Ces deux textures, je les sélectionne. Ici je vais changer leur couleur. On va aller dans les bleus. Un bleu comme ça. Un bleu assez foncé comme ça. Je vais peut-être retirer la spécularité. Ça va plus nous gêner qu'autre chose dans le tutoriel, voilà. Et puis donc H c'est bien, elle est comme ça. B, j'ai fait exactement la même, mais en fait je vais changer une chose. Dans B, ici je vais simplement cocher luminescence. Et je peux fermer ça. Donc en fait on en a une qui est bleue, enfin qui a la texture en fait de base de notre dalle, et la deuxième elle va produire de la lumière, elle est luminescente. Ces deux textures, je les mets toutes les deux sur le cube. Sur le cube et sur le cube. C'est la dernière des deux textures qui remporte. Donc en fait ici, j'ai mis du bleu, c'est bleu, et ensuite comme j'ai mis une deuxième texture luminescente, tous les éléments ici sont luminescents. Donc tout est éclairé. C'est pas ce qu'on veut que ça soit éclairé que quand la sphère entre en contact avec le cube. Donc ici, cette deuxième texture, je clique ici sur le tag de texture, et dans les propriétés, je vais utiliser un petit truc qui est tout bête. Ici, on a projection sélective, et c'est indiqué avant et arrière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la texture est appliquée sur le devant, à l'avant des polygones, et aussi à l'arrière des polygones. Comme c'est un cube ici, c'est une forme fermée, l'arrière des polygones c'est l'intérieur. L'intérieur du cube est aussi luminescent. On s'en fiche totalement de l'intérieur du cube, puisqu'on ne le voit pas, c'est fermé. Donc ici je peux indiquer que l'avant seulement soit luminescent. Donc dans ce cas-là, l'intérieur du cube qu'on ne voit pas n'est pas luminescent. Et ça on s'en fiche. Ou alors je peux demander à ce que ça soit l'arrière des polygones, donc l'intérieur du cube qui soit luminescent. Si je prends ça, il n'y a que l'intérieur des polygones qui sont luminescents. Comme c'est un polygone, une forme fermée, on ne voit pas en fait cette texture luminescente. Donc elle est cachée. Donc si je switch entre avant-arrière, ou avant c'est pareil, et arrière, en fait ici je change la texture qui est utilisée. Comme ici la texture luminescente est seulement projetée sur l'arrière des polygones, donc seulement à l'intérieur des cubes, ici on ne la voit plus. On voit l'autre texture à la place. Et ce petit truc là, ce petit déroulant là, je vais pouvoir m'en servir avec Expresso pour activer ou désactiver cette seconde texture. Donc ici je choisis en fait arrière pour le moment, mais ça va changer de toute façon, on va gérer ça avec Expresso. Maintenant ce que je veux c'est que quand la sphère touche un des cubes, et ben justement ce champ là change. Quand la sphère touche un cube, je veux que ce cube en question passe sur avant-arrière, ou avant, peu importe, l'un des deux, afin que la texture luminescente prenne le dessus. Donc je vais avoir besoin d'Expresso. Expresso, je vais l'ajouter directement ici sur cet objet, sur le cube. Donc je sélectionne le cube, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D, alors je vais essayer de m'arranger de ça soit bien, propriété Cinema 4D, voilà, et tout en bas ici, Expresso. Ça m'ouvre la fenêtre Expresso, on va mettre un peu plus grande, plus comme ça, c'est comme ça qu'on va en avoir besoin. Ici, j'active la mise à jour de l'animation pour pas être trop embêté. Je vais dans le Xpool. Je vais agrandir un petit peu ça. Le Xpool qui me permet d'avoir accès en fait à tous les opérateurs système d'Expresso. Et puis là-dedans, je vais gérer en fait un petit setup qui est fait juste avec 2-3 nœuds. Un truc tout bête. Je vais avoir besoin de la sphère, donc la sphère qui est ici. Tac. Voilà. Je vais avoir besoin du cube, donc ce qui est là. J'ai pas encore rendu le cloneur éditable, on le fera après, comme ça m'évitera en fait de faire ce setup sur tous les éléments de cube, tous les cubes. Je le fais qu'une seule fois et quand je vais rendre le cloneur éditable, ça va me faire plein de cubes avec chacun le petit expresso dessus qui va bien. Donc là j'ai les deux éléments et j'ai besoin de savoir s'ils rentrent en collision. On a déjà vu ça, on a déjà vu ce nœud qui est un nœud qui permet de savoir si deux éléments sont en collision et ce nœud il est tout bête à connaître, c'est le nœud collision. On trouve dans Expresso, Généralité et ici collision. Je l'ajoute.
Ce nœud collision a besoin d'être connecté à deux objets. Donc le premier objet, ça va être la sphère. Comme ici, c'est un élément objet, quand je passe dessus, vous voyez ici, à cet endroit-là exactement, c'est indiqué qu'est-ce qu'on doit brancher dessus. Ici, c'est marqué objet 1, objet, objet. Donc en fait, il faut le relier à un élément, à un port objet. Donc ici, dans la sphère, le petit carré rouge, je vais aller chercher le port objet et je peux les relier. Tac. Quand on a un doute et qu'on veut savoir, qu'on ne sait pas trop sur quoi on peut le connecter, ce qu'on peut faire, c'est le port que l'on veut connecter, on le relie en fait directement au petit carré rouge. Et quand on relâche, ça ouvre le déroulant avec en grisé tous les trucs qui sont pas compatibles. Donc ça laisse en disponible que les éléments qui sont compatibles. Ici, je pourrais l'attacher au calque. Ici, je pourrais l'attacher... Voyons à quoi on pourrait l'attacher. Ici, il n'y a rien. Il n'y a que objet ici. Donc, je sélectionne objet et voilà. C'est tout bête. Donc là, en fait, ce nœud collision, on l'a relié aux deux objets. Et quand les deux objets vont être en collision, ici, le nœud collision va me sortir ici une valeur booléenne qui sera 0 ou 1. Enfin, quand ils sont en collision, il sort 1, et quand ils ne sont pas en collision, il sort 0. Donc ici, tant que la sphère et le cube ne se touchent pas, ici, il y a 0 qui sort. Et dès que le cube et la sphère sont en contact, ici, j'ai 1 qui sort. Ce que l'on veut gérer, c'est maintenant les propriétés de ce tag. Alors, je vais pousser ça comme ça. Ici, ce tag, quand je le sélectionne, ici, on a projection sélective, arrière. Et ici, on a trois choix. Avant, arrière, avant et arrière. Ces trois choix dans l'Espresso sont gérés par des numéros. Le premier, ça va être 0. Le deuxième, ça va être 1. Et le troisième, ça va être 2. Ici, on a 0 ou 1 qui sort. Et ici, il faut que je choisisse entre 0 et 2. On va voir comment on peut faire ça. Je prends ce tag-là et je le fais glisser sur mon Expresso. Ici, pour l'ajouter. Puisque c'est ce tag-là qu'on veut gérer ses propriétés. Ici. La propriété en question, elle est dans propriété, et elle s'appelle projection sélective. Donc ici, le petit carré bleu, je vais aller cliquer, je vais aller ici dans caractéristiques de la propriété, et je vais chercher ici, projection sélective. Tac. Et donc ce port-là, qui est ici, si vous regardez bien ici, ça va m'indiquer quelque chose, je passe dessus, tac, ça m'indique projection sélective entier. Donc il faut une valeur entière, donc un numéro, et puis pas un numéro à virgule, et puis c'est pas un booléen. Ici ça sort un booléen. Si on regarde bien collision booléen, c'est indiqué là quand je passe dessus. Et ici c'est un entier. Donc ici ça me sort 0 ou 1, et ici il faut que je rende une valeur entre 0 et 2. Ça m'arrange pas. Heureusement on a vu un autre nœud qui s'appelle la cartographie d'intervalle. Alors je vais refermer ça. Je vais dans calculer ici. Et ici on a cartographie d'intervalle. Je l'ajoute, c'est un nœud qu'on a déjà vu aussi, hein. Je rappelle que cette série c'est que pour utiliser des nœuds qu'on a déjà vus. La cartographie d'intervalle permet ici de faire entrer quelque chose, peu importe quoi, on peut rentrer plein de choses, et ici faire sortir autre chose, on peut faire sortir plein de choses aussi, peu importe quoi. Donc je sélectionne cette cartographie d'intervalle pour afficher ici ses propriétés, et dans ces propriétés je peux justement choisir ce que je veux faire rentrer, faire sortir de cette cartographie, et puis la petite modification que je veux faire. Ici on va faire entrer, en intervalle d'entrée, une valeur entre 0 et 1. Tac. Et puis en sortie, une valeur personnalisée. Donc entrée par défaut ici, ça rentre 0 parce que je l'ai relié à rien. Je vais le relier à la collision. Tac. Comme ça, ça me dit plus en fait que ça, qu'il y a 0 par défaut. Et en sortie ici, enfin je le connecte à la projection sélective. Seulement ici, il ne faut pas une valeur entre 0 et 1 qui sort. Il faut une valeur qui soit 0, soit 2. Ou alors soit 1, soit 2. Ici, j'aurais pu faire ça différemment, j'aurais pu juste mettre plus 1 en fait à la valeur, je pense que ça aurait marché. Mais il aurait fallu l'inverser aussi. Ici, quand c'est 0 qui sort, il n'y a pas de contact, il n'y a pas de collision entre la sphère et le cube. Dans ce cas-là, c'est 0 qui sort. 0 qui sort ici, enfin qui rentre ici, dans la cartographie d'intervalle, qu'est-ce qu'on veut qu'il en sorte? En fait, on veut que quand il n'y a pas de contact, ici, cette propriété soit sur arrière, donc elle soit à 2. Donc ici,
je sélectionne ma cartographie d'intervalle. Quand c'est 0 qui sort ici et qui rentre dans la cartographie d'intervalle, ici la cartographie d'intervalle doit sortir la valeur 2. Donc ici je mets 2. Quand il y a un contact, ici il y a 1 qui sort. Quand il y a un contact entre ces deux éléments, ici il y a une valeur 1 qui sort. Donc dans la cartographie d'intervalle, j'ai une entrée qui est égale à 1. Et donc qu'est-ce qui doit sortir ici? Eh bien ici, je veux que là, ça soit 1 pour dire avant, soit 0 pour dire avant et arrière. Je vais mettre 0. Donc ici, je vais indiquer sortie 0. Tac. Et là, je peux redire. Tac. Ici, ça pourrait presque marcher. Sauf qu'on utilise un cloneur, donc tous les cubes sont identiques, tous les cubes sont gérés en même temps. C'est pas ce qu'on veut. Donc là, mon petit expresso, il est fait, il est fini. Parce que j'ai juste en fait à voir si ça fonctionne. Donc je vais fermer ça. Et le cloneur, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais pas le garder en tant que cloneur, je vais le rendre éditable. Donc je le sélectionne et j'appuie sur la touche C, ou alors je clique sur cette icône, c'est pareil. Bon là je vais appuyer sur la touche C, tac. Ça le transforme en fait en neutre, et dans le neutre, tac, j'ai tous les cubes qui étaient clonés. Bon, comme ça, il y en a un paquet. Chaque cube a son petit tag expresso, chaque cube a ses deux tags de texture. Si j'ouvre un tag expresso, en fait, on retrouve exactement la même chose, et ça pour chaque cube. Et ce qui est bien, c'est que chaque cube prend en compte ici le numéro de cube qui correspond. Ici c'était le cube 1, si je prends celui-là par exemple, ici c'est le cube 12. Donc c'est bon à chaque fois, ça s'est bien adapté comme il faut. Et la sphère, elle, c'est toujours la même. Donc si je déplace la sphère maintenant, on voit que effectivement les cubes, l'expresso sur les cubes s'illuminent comme ça à chaque fois que la sphère touche en fait le cube. Donc c'est parfait, ça fonctionne très bien. On va faire ça. On va voir en fait maintenant comment on peut gérer ça facilement. Et ben c'est tout bête, hein. J'ai juste à faire bouger ma sphère comme je veux pour pouvoir allumer ou éteindre les cubes. Donc en fait je pourrais utiliser Cappuccino et puis comme ça, tac, activer les cubes. Alors là pourquoi il y en a deux qui s'allument? Ah oui, il y a une petite chose qu'il faut prendre en compte et que j'ai oublié. Donc on va revenir un petit peu en arrière. Ici pourquoi on a deux cubes qui s'affichent alors que la sphère ne touche qu'un seul cube? En fait, la sphère ne touche pas qu'un seul cube. Si vous regardez bien, on va zoomer dessus. Si vous regardez bien ici, j'ai des petits coins en orange. Ces petits coins orange, c'est la bounding box. Non, bounding box. C'est la boîte qui délimite en fait la taille occupée dans la scène par cette sphère. Et par défaut, le tag collision, enfin le nœud collision, le nœud expresso collision, prend en compte cette boîte-là en particulier. Donc cette boîte orange là qui est virtuelle, mais qui correspond en fait à la sphère. Il ne prend pas en fait en compte les polygones de la sphère. Et ça c'est un problème. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir en arrière, juste avant que j'ai transformé le cloneur en neutre. Je reviens plusieurs fois en arrière. Tac, tac, tac. Encore une fois, encore une fois, encore une fois. Je vais y arriver. Voilà, parfait. Ici, on avait le cloneur. Donc, on peut retourner dans notre expresso et le modifier. Ça évitera de modifier après tous les autres expressos. Et alors, comment faire pour que cette bounding box ne soit pas utilisée, mais que ce soit vraiment les polygones de la sphère qui soient utilisés? Eh bien, c'est tout bête. C'est tout bête. Ça se gère, en fait. Alors, je vais agrandir un peu ça. Dans le nœud collision, je clique sur le nœud collision pour voir ses propriétés. Et ici, j'ai type de collision. Et type de collision, c'est justement pour indiquer qu'est-ce qui doit être utilisé. Par défaut, ici, c'est boîte. C'est-à-dire que c'est la boîte orange que l'on a ici, que l'on voit ici que les angles. C'est cette boîte-là qui est utilisée pour déterminer où se trouve la collision. Qu'est-ce qui doit être utilisé pour gérer la collision. Donc je reclique ici sur les collisions. Et ici, à la place de boîte, on peut changer. Je peux mettre sphère. Comme c'est une sphère, ça fonctionnerait bien. Mais vous n'allez pas forcément utiliser une sphère pour vos scènes quand vous allez utiliser cet effet. Donc ça serait pas le plus judicieux. Le mieux, c'est d'utiliser ici objet. Objet va demander un petit peu plus de calcul de la part de Cinema 4D, mais par contre,
c'est l'objet lui-même qui est utilisé pour gérer les collisions. C'est-à-dire que s'il a une forme un petit peu particulière, eh bien c'est pris en compte. S'il y a un creux, par exemple, dans la forme, ce creux-là, si quelque chose passe dedans et que ne touche pas aux autres éléments, aux autres polygones, c'est pas considéré comme une collision. Donc ici, je vais prendre objet. Tac. En prenant objet, je prends effectivement la vraie forme de la sphère pour gérer les collisions. Ici, je peux fermer ça. Je vais prendre le cloneur, je le rends éditable, encore une fois, et là, on voit que effectivement, quand la sphère ne touche qu'un seul cube, alors, c'est pas ça qu'il faut que je bouge, c'est la sphère. Tac. Quand elle touche qu'un seul cube, il n'y a que ce cube-là qui s'affiche et qui s'allume. Et là, si je passe sur le côté, vous voyez que ici, ça déborde bien, sauf qu'elle ne touche qu'un seul cube. La bounding box ici, vous voyez qu'elle est bien sur 2 cubes. On voit toujours ici les petits angles de cette boîte. Ça touche bien 2 cubes, seulement il n'y en a qu'un seul qui s'illumine parce que les polygones de la sphère ne touchent qu'un seul des 2 cubes. Et si je passe à côté, tac, c'est les 2 cubes qui s'affichent. Donc ici, on a notre petit effet qui est fait. C'était tout bête, c'était tout simple, ça termine là le tutoriel. C'était vraiment quelque chose de court. C'est un peu le but des expressions en pratique. Et là, j'ai recréé en fait ce petit effet comme dans le clip, c'est-à-dire que ici, je peux tout à fait déplacer la sphère, pourrait se déplacer comme ça de case en case, et puis illuminer la case en fait à chaque fois qui rentre en contact avec. Donc si je fais ça, un truc comme ça, on peut toucher celui-là, celui-là, on va y arriver. C'est de faire ça comme ça, peut-être. Plutôt, hop, comme ça, tac. Avec Cappuccino, on pourrait tout à fait gérer le déplacement de cette sphère. Je rappelle que Cappuccino, j'ai fait une petite vidéo tutoriel dessus. Ça permet en fait, par exemple, de se mettre dans cette vue-là, de lancer la lecture, lancer Cappuccino, et puis en fait, on déplace la sphère comme ça, tac. Et puis ça met des clés d'animation. Puis après, par exemple, on va se mettre comme ça. On relance Cappuccino, puis dans ce cas-là, on va juste déplacer comme ça. Et puis en fait, on arrive à mixer en fait les deux déplacements et avoir un déplacement un peu plus naturel de l'objet. Sinon, je peux juste le faire avec des clés d'animation. Et donc là, juste avec quelques petits nœuds expresso, on a fait un petit effet, comme dans ce clip de Michael Jackson, donc je ne retrouve plus c'était lequel. Ce que je me souviens juste, c'est qu'il marchait sur un trottoir, et puis au fur et à mesure qu'il marche, sous ses pas, les dalles s'illuminent. Et bien là, on a la même chose. On pourrait tout à fait, si on voulait, faire un truc comme ça, histoire de bien finir la vidéo. Je sais que je perds du temps pour rien, enfin que la vidéo sera trop longue pour rien, mais bon, c'est pas grave. Faire un truc dans ce genre-là, on va peut-être ajouter un sol, voilà. Ce que je peux faire, c'est mettre sur le sol, alors je vais fermer ça, sur le sol ici, je vais mettre un tag corps collision, sur le cube que j'ai ajouté ici, je mets un tag corps collision aussi, et sur la sphère, je vais mettre un tag corps rigide. Voilà. Et puis là, normalement, quand je fais lecture, là, un peu plus de frame, quand je fais lecture, la sphère devrait tomber, rouler et illuminer les différentes dalles au fur et à mesure qu'elle avance. Alors on va peut-être faire en sorte que ça aille un petit peu plus vite. On va faire ça, comme ça, voilà. Tac. Parfait. Ouais, c'est mieux. Pas tout à fait, ça va pas assez vite. Il faudrait qu'elle tombe d'un peu plus haut peut-être. Si la sphère tombe d'un peu plus haut, elle ira un peu plus vite. Voilà, tac. Encore plus haut, encore plus haut. Bon là, c'est un peu ridicule, parce que ça n'apporte rien au tutoriel, mais c'est juste histoire d'être satisfait. Voilà, c'est parfait. Ici, on voit bien que, en fait, là, en se déplaçant sur les dalles s'illuminent, et puis on a notre effet qui est fait. Et ça nous a pas pris beaucoup de temps, hein. Là, j'ai expliqué, donc ça a mis plus de 20 minutes, mais sans expliquer si vous avez compris le truc,
voyez que l'Expresso est vraiment très basique. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que ici dans collision, bien indiqué que c'est un objet et non pas juste une boîte. Et ici dans la cartographie d'intervalle, bien savoir qu'est-ce qui doit rentrer, qu'est-ce qui doit sortir de cette cartographie d'intervalle. Ici on rentre une valeur 0 ou 1 et on veut sortir soit une valeur 2, soit une valeur 0. 2 quand c'est 0 qui rentre et 0 quand c'est 1 qui rentre. On pourrait faire plus de choses ici, mais bon là ça suffit largement pour ce petit setup. Ça c'était une vidéo expression en pratique, petit truc tout simple, tout bête, qui demande pas beaucoup de travail et puis qui peut être utilisé pour des effets plus ou moins sympas. Par exemple, imaginez peut-être ici le texte 2017 par exemple, et puis vous avez une petite balle par exemple qui va rebondir sur des lettres, sur des numéros, des dates, etc. Et puis quand il s'attaque sur les 2017, tac, le 2017 s'allume par exemple. On pourrait aussi faire en sorte que les dalles restent allumées si on voulait. Si vous utilisez le nœud flip-flop, je vous conseille d'aller revoir un petit peu la vidéo que j'ai fait dessus. C'est une sorte de permutateur, c'est une sorte de levier qui prend trois valeurs, soit on, soit off, soit permuté. Permuté qui change simplement d'état, de on à off ou de off à on. Et en ajoutant ce nœud là-dedans, on pourrait simplement dire, une fois que la sphère est passée sur la dalle, celle-ci reste allumée. Elle ne se réteint pas. Tout bêtement, juste en l'ajoutant ici ou ici, une des deux, je sais plus, quelque part avant la cartographie d'intervalle ou après, quelque part par là, vous devriez pouvoir en fait gérer justement le fait que ça reste allumé. Vous pouvez aussi, avec le monoflop, faire en sorte que ça reste allumé pendant un certain temps avant de s'éteindre. C'est-à-dire que ça reste allumé pendant 20 secondes, ou 20 frames plutôt, ce serait plus logique, parce que 20 secondes ça va faire beaucoup, 20 frames avant de s'éteindre par exemple. Le monoflop, je l'ai expliqué dans le tutoriel, je crois que c'était dans Expresso, pas que un sac de nœuds. Vous regardez dans ma chaîne la vidéo qui s'appelle Expresso, pas que un sac de nœuds, quelque chose comme ça. J'explique le monoflop dedans et on l'utilise même. Pour justement un petit effet avec des zombies, je crois, puis un spawner Minecraft. Voilà, donc ça c'était tout pour cette vidéo tutoriel, expression en pratique. Ça faisait un bout de temps que j'en avais pas fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinema 4D.